Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est vendredi 17 mai. Merci de votre fidélité. Alors, demain, c'est la fête du drapeau et de l'université. Pour parler du drapeau, 216e anniversaire de la création de notre bicolore. Comment célébrer cet anniversaire? Nos invités, deux groupes. D'abord avec nous, Madame Altagrace Hippolyte Elie, membre du conseil paroissial, Père Luc Franck Jean-Pierre, secrétaire exécutif de la congrégation en Haïti, vicaire dominical et collaborateur pastoral à la paroisse Saint-Louis, roi de France de Turgeau. Ils sont avec nous pour nous parler ce matin de quelques activités conçues à l'occasion de la fête du drapeau. D'abord, une conférence aujourd'hui et ensuite une grande parade demain. Et dans un second temps, nous accueillerons Maître Osner Ferry pour une page d'histoire. Bon, peut-être inconnue, mais on ne sait pas trop, il va nous en parler. Mais une page d'histoire sur le drapeau haïtien. Accueillons nos premiers invités. Madame Hippolyte Elie, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour également, Wendell. Je suis très contente d'être là. Merci de nous avoir accepté également à venir parler sur le projet que nous avons, ou ainsi dire les activités que nous aurons à faire à l'occasion de la fête du drapeau. Révérend Père Luc Franck Jean-Pierre, bienvenue à Métropole. Bonjour Monsieur Wendell, merci et c'est un plaisir d'être à Métropole ce matin avec vous. Je ne sais pas qui va répondre, mais pourquoi vous avez jugé bon de lancer ces activités? D'abord, je dois dire que l'Église a un rôle particulier à jouer en ce qui a trait à la formation, à l'évangélisation. C'est un rôle nous disons que c'est un rôle de gardienne. L'Église se rencontre avec la société et la famille pour pouvoir éduquer, pour pouvoir évangéliser. C'est en ce sens et c'est dans cette optique que s'inscrit le projet de la paroisse Saint-Louis roi de France à l'occasion de la fête du drapeau qui débute bien sûr avec la journée consacrée aux enseignants tant négligé dans notre pays. Voilà. C'est en ce sens que nous avons pu lancer le projet pour pouvoir mettre un grain de sel en ce qui a trait au civisme, en ce qui a trait au sens patriotique dans ce pays. On en parle tellement ce jour-ci, on se pose certaines questions à savoir, est-ce que ça existe encore? Le patriotisme, le civisme, c'est aussi négligé apparemment. Assurément, c'est un constat que nous avons effectué et nous voulons juste apporter un grain de sel, comme j'ai dit tout à l'heure, à cette question qui demeure pendante. Et comment faire renaître ce sentiment et le perpétuer également? Puisque quand même, à un moment donné, écoutez, certains Haïtiens étaient fiers de se dire Haïtiens, de rappeler qu'ils sont Haïtiens. Le civisme était présent sur les lèvres. En fait, ça sautait aux yeux à travers le comportement, à travers certaines manifestations. Aujourd'hui, même les parades que vous préconisez aujourd'hui sont plutôt rares. Très rares. Je pense que d'abord, c'est une question d'éducation. C'est le rôle du ministère de l'Éducation de pouvoir promouvoir ces activités qui, dans le temps, étaient promues. Et les écoles savaient organiser des activités, des journées de sensibilisation, essayer d'éditer des ouvrages. Je me souviens encore de cet ouvrage J'aime Haïti. Je me demande est-ce qu'on l'utilise encore. Bien sûr, Exactement.
Mais là, on voit que ce sens se perd au fur et à mesure, et même à l'école. Le lieu, le sanctuaire où devrait se donner cette formation au patriotisme, le sens du drapeau. C'est-à-dire, chaque 8 heures, là, il y a quelque chose qui se fait au Champ de Mars. Le dimanche, quand je passe pour aller dire la messe, on voit au moins, c'est des militaires. Et quand on passe tout près de P.I. Market, là, on fait le stop à 8 heures pour monter le drapeau. OK? Mais il y a des voitures qui passent tout bonnement, qui ne s'arrêtent pas. Les gens qui passent tout autour, ça ne leur dit rien. Ils sont pressés. Voilà. Est-ce que c'est pressé qu'ils sont pressés, ou du moins ça ne les intéresse plus? Certaines gens, alors excusez-moi Madame Altagracia Politelli, certaines gens se posent certaines questions puisque l'instruction civique et morale semble ne plus être disponible. Les questions que les gens se posent sont les suivantes. Est-ce que le livre a totalement disparu de la circulation? 2, si le livre était encore disponible, est-ce que les gens allaient continuer à mettre ce qui se trouvait dans le livre en pratique? Ça, je ne vais pas pouvoir le répondre parce que, franchement, je n'ai pas cherché. À savoir, je n'ai pas mené une enquête là-dessus. La seule chose dont je peux dire, c'est qu'il y a un désintéressement au niveau même des écoles. Parce qu'il y a des écoles qui ne font plus ces genres d'activités-là, à savoir inculquer le civisme, le sens du civisme aux élèves. Imaginez-vous qu'un élève te dit que je ne vais pas pouvoir participer à la parade parce que j'aurai cours le 18 mai. Donc c'est un petit peu choquant. Il y a des enfants qui vous disent, c'est quoi une parade? C'est quoi la fête du drapeau? Donc est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher quoi que ce soit du fait que s'ils vont à l'école, ils ne leur apprennent pas ces valeurs? Les enfants qui sont maintenant à l'école s'intéressent beaucoup plus aux jeux électroniques, à leur téléphone et tout. Ils ne lisent plus. Donc, c'est un constat triste. Et c'est pourquoi nous avons jugé bon de prendre la décision de mettre en marche cette activité. J'aurais aimé voir le comportement des jeunes lors d'une parade. Je pense qu'ils auraient tout oublié en faisant des selfies. Oui, c'est ça. Bon, on va voir. Étant donné demain, ce sera notre première expérience, on va voir, mais les écoles qui ont répondu, les enfants sont vraiment intéressés. Hier, on faisait une répétition générale, ils étaient plus de 400. Et je crois qu'il y avait 7 ou 8 écoles. Donc, ils sont vraiment enchantés. Il fallait voir ça. Donc, c'est quand même un point positif, si on peut le dire, donc, dans l'immédiat. Donc, la parade, ce sera où? Ça va se faire où? Ça va se faire, et le grand rassemblement aura lieu à la place du Canapé Vert, à proximité du sous-commissariat du Canapé Vert, à 7 h. Maintenant, à 8 h, il y aura la montée du drapeau avec les policiers du sous-commissariat. Et puis après, on va entamer la marche, la parade. Oh, d'accord. Alors, mon père, vous avez dit, quand vous allez à l'église tous les matins, vous voyez des automobilistes passer sans s'arrêter pendant la montée du drapeau? Oui, c'est surtout les dimanches. Le dimanche, quand je vais dire la messe, je passe automatiquement, puis c'est 8 heures. À votre avis, qu'est-ce qui en serait la cause? Qu'est-ce qui serait à la base de ce comportement des automobilistes ou les gens qui ne se sentent, qui ne montrent pas suffisamment, suffisamment d'intérêt pour le salut aux couleurs? Okay. Je ne saurais généraliser le cas, ou du moins partir d'un a priori. Mais le constat, c'est qu'au fur et à mesure, nous perdons certaines valeurs dans ce pays. Et les gens ne sont plus intéressés à des choses qui constituent la toile, le fond du patriotisme, c'est-à-dire le sens, dire que je suis haïtien, en être fier. C'est le drapeau qui nous identifie comme peuple, comme nation. Être fier du drapeau, c'est pas seulement le dire, mais le salut des couleurs, c'est quelque chose de basique. C'était dans le temps non seulement obligatoire, mais on le faisait avec une certaine fierté. À l'école tous les matins, la main droite sur la poitrine, on faisait. Mais au fur et à mesure qu'on s'avance,
on a l'impression qu'on régresse sur certaines valeurs. Qu'est-ce qui en est la cause? Je ne saurais le dire, mais je peux dire que c'est multifactoriel. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ce désintéressement. Debout, tête nue et en silence, et la main sur la poitrine, c'est ça? Exactement. Et aujourd'hui, on passe. On s'en fout. On ignore quelques-uns. Est-ce que ce comportement ne traduit pas quelque chose jusque-là non avoué de la part des Haïtiens? Ben. S'ils ne se soucient pas, s'ils s'en moquent tout bonnement, est-ce que ça ne traduit pas quelque chose jusque-là non avoué? Et c'est à nous qui réfléchissons de chercher à comprendre ce qui se passe chez l'Haïtien aujourd'hui. Oui, je pense que c'est un problème à poser. Et il faut dire qu'est-ce qui est priorité pour la personne. Qu'est-ce que la personne... Non, on a toujours eu des problèmes, on a toujours fait face à des difficultés. Certains besoins primaires étaient toujours manquants, faisaient toujours défaut. Et pendant longtemps, on savait respecter ou encore saluer le drapeau. Pourquoi, à travers le temps, cet intérêt diminue? Est-ce qu'on devrait poser un problème de fierté, ou du moins devrait-on poser un problème de l'homme haïtien par rapport à son histoire? Est-ce que l'homme haïtien assume cette histoire? Est-ce que les citoyens assument leur citoyenneté et leur appartenance à ce pays? Mais est-ce que le drapeau aussi résume tout cela? Je pense que c'est à creuser, à voir, à inviter les gens à parler de cela pour voir qu'est-ce qui est vraiment le problème. Et je pense qu'une matinée serait vraiment pas suffisante pour pouvoir poser le problème et chercher à résoudre le problème. C'est ça. Alors, avec Mme Altagrace Hippolyte Elie, j'imagine que vous avez dû déployer toutes les herbes de la Saint-Jean pour rendre possible cette activité. Et il n'y a pas de risque, de perturbation avec les annonces de manifestations à travers la rue. Bon, je ne fais pas de publicité, mais c'est un fait. L'opposition annonce une manifestation demain. Est-ce que ça ne va pas affecter la parade? On en a discuté au sein du comité avec le curé et tout, mais on veut rester positif. Jusqu'à la dernière, je ne vais pas dire jusqu'à la dernière seconde, mais jusqu'à la dernière heure. Alors, on va voir comment sera le climat jusqu'à demain matin avant 7 heures et savoir si on va entamer avec le plan B qu'on a. Mais on ne va pas laisser tomber la parade. On a mobilisé de l'argent, beaucoup d'argent pour la réussite d'un tel événement. Normalement, ça devait coûter beaucoup, mais malheureusement, on n'a pas pu trouver d'assistance, beaucoup d'assistance. Apparemment, vous n'avez pas frappé aux bonnes portes, non? Oui, on l'a fait. Malheureusement, à cause de la conjoncture actuelle, les gens ne pouvaient vraiment pas répondre à nos demandes. Mais on a pu faire. Heureusement qu'on a eu de bons amis, des gens dans le privé qui nous ont aidés. Et on a pu employer les moyens du bord pour y arriver. Donc c'est ça. Beaucoup d'écoliers seront là? Oui, parce que il y a des écoles qui vont faire des démonstrations, il y a d'autres qui vont seulement marcher. On a également un groupe de majorettes, je crois qu'elles seront 22. Et vu l'histoire du drapeau avec la conférence qu'on va donner, donc il y a les différents drapeaux qu'on aura en tableau, on va faire un défilé avec. Donc il y aura également d'autres gens qui vont participer, d'autres groupes de l'église qui vont participer. Par exemple, la pastorale des enfants va défiler également. Donc je pense que ce sera une belle manifestation culturelle. C'est le civisme qui va... Justement. Donc je pense que ce n'est pas seulement la communauté qui est invitée, j'ose dire que c'est le pays. Parce que n'importe qui pourra sortir de n'importe où pour venir se joindre à nous pour marcher. Donc, du plan de vue sécurité, la police est avisée. On a écrit la police qui va nous accompagner. Il y a également la mairie qui nous a donné l'autorisation, qui va nous accompagner, qui nous ont promis qu'ils vont envoyer la protection civile.
Nous avons Cannes également qui va nous accompagner sur le plan santé s'il y aura quelqu'un qui aurait des malaises, parce que ici, les enfants qui seront là, le soleil et tout. Nous avons de l'eau qu'on nous a donnée pour distribuer tout au long du parcours. Donc je pense avec ça, c'est... Le parcours, c'est OK, on va justement le bois Verna, et puis on va bifurquer du côté du chemin des Dalles et remonter par l'avenue Jean-Paul II et retourner à l'église. Parce qu'après l'église, sur la cour, il y aura... Un long parcours. Pas vraiment. Pas vraiment? Bon. Pas vraiment. Pas vraiment. Et on démarre à quelle heure? À 6 heures. Et non, après la montée du drapeau. Après, tout de suite après la montée. Oui, justement, tout de suite après la montée. Je pense que d'ici 10 heures, on aura le temps de terminer avec le parcours. Donc c'est un beau spectacle. Alors, et pour aujourd'hui, pour cet après-midi, ce sera la conférence? Oui, justement, on aura avec nous le père William Smart et Gaëtan Mentor qui seront avec nous cet après-midi pour la conférence. Ensuite, on a invité les écoles de la place, les professeurs, les universitaires. Donc, le programme de cet après-midi aura 3 parties. Il y aura en tout premier lieu la conférence. Ensuite, on va honorer de notre mieux les professeurs, parce que les professeurs, ça fait partie de ce que nous sommes maintenant. Surtout ceux qui nous ont appris le BABA, c'est-à-dire le préscolaire. Moi, je pense que tout le monde aurait dû rester en contact avec ces personnes-là, ces professeurs. Et je profite de ce moment pour leur dire tout l'amour que j'ai dans mon cœur pour eux, pour tous les professeurs qui m'ont aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Et tous les professeurs d'Haïti également. Oui. Je leur salue. Je salue leur courage, surtout à partir de ce que vient de dire Père Franck. Et ils ne sont pas trop bien encadrés, trop bien pris en charge. Donc, c'est ça. Vous allez célébrer quel drapeau? Noir et rouge ou bleu et rouge? Je pense que nous n'avons qu'un drapeau. Un seul drapeau. Qu'il soit bleu et rouge, qu'il soit bleu rouge, qu'il soit noir et rouge. Nous n'avons qu'un seul drapeau qui a connu plusieurs mutations dans le temps par rapport à son histoire. Et je pense que des fois, les gens sont surtout focus sur noir et rouge, bleu et rouge, mais il n'y a pas eu que ça. Le drapeau a connu vraiment plusieurs changements. Mais c'est arrivé que nous, pour une question historique et politique, que nous restons sur noir et rouge, bleu et rouge, mais par rapport aux armes de la République et tout ce qu'il y a dans le drapeau a connu plusieurs modifications dans le temps, jusqu'au drapeau que nous avons maintenant. Et c'est clair, il y a bleu et rouge. Le bleu et rouge avec les armes de la République et puis le palmis, tout ça. Et je voudrais juste rappeler le thème. Un moment. D'accord. Vous allez célébrer quel drapeau? Quelles sont les couleurs? Bleu et rouge ou noir et rouge? Le drapeau que nous avons maintenant, le drapeau que le pays a maintenant. D'accord. Allons pour le thème maintenant. Le thème, c'est... Est-ce que vous préférez entendre le mot de Mme Hippolyte Elie? Quelle couleur? Le drapeau que nous avons, on va le célébrer. Eh bien, d'accord. Merci. D'accord. Le thème de la conférence de cet après-midi, c'est notre drapeau, une page d'histoire, une porte sur l'avenir. Notre drapeau, une page d'histoire, une porte sur l'avenir, bien sûr avec Père William Smart, historien, et professeur Gaëtan Mentor. Ce sera vraiment intéressant, c'est deux figures emblématiques et qui pourront nous parler vraiment de ce drapeau-là et des diverses modifications de l'histoire même de ce drapeau qui nous est en chair. Merci mon père. Et un auditeur m'a envoyé un petit message pour nous dire, en fait c'est suite à la question que j'ai posée tantôt, et relative à l'indifférence des Haïtiens vis-à-vis du drapeau. L'auditeur a dit que l'indifférence au drapeau et aux valeurs patriotiques résulte d'une déconstruction idéologique des gauchisants post-duvalieristes. Et l'auditeur a eu à dire que Maître Févry nous en dira davantage tout à l'heure si on lui pose la question. D'accord. Donc, on va attendre Maître Févry. On va attendre Maître Févry. L'auditeur a su parler de déconstruction, mais c'est un terme cher à un philosophe, Jacques Derrida.
La déconstruction n'est pas toujours négative. Donc, la déconstruction, on déconstruit pour reconstruire. En ce qui nous concerne, est-ce que vous pensez que cette déconstruction est positive? Je ne saurais prendre la place de Maître Février, qui pourra dire plus tout à l'heure. Ok, un autre auditeur a eu à dire qu'à son avis, le problème existe suite au comportement des autorités étatiques et aussi avec les services que reçoivent les citoyens par les fonctionnaires de l'État. Voilà pourquoi on est indifférent au drapeau, au pays. Madame de Thierry? Non. Très bien. Alors, parade demain? Conférence cet après-midi. Et alors pour la parade, vous attendez des centaines d'écoliers? Oui. Des centaines d'écoliers? Pas seulement les écoliers, tout le monde. Oui, même vous. Pour la parade, même vous. Surtout les enfants. Pour la parade, quand même, il faut avoir subi une petite formation, d'entraînement. Pas vraiment. Il y a les enfants qui se sont entraînés pour la marche. Mais les autres pourront venir et se mettre au pas avec les enfants, c'est ça. Parce que c'est la fête du drapeau et de l'université. Donc les universitaires également pourront y prendre part. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis dans nos rangs, point de traître du sol, soyons seuls maîtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Quelle est la dernière fois que vous avez entendu la dessalinienne? La dessalinienne, la dernière fois que je l'ai entendue, c'est à la radio. Et je pense que les autres occasions qui s'offrent à nous, c'est assister à une cérémonie de montée du drapeau dans un établissement, à l'école. Comme je ne travaille pas dans le champ de l'éducation pour le moment, c'est à la radio que je l'ai entendu pour la dernière fois. Je ne sais pas pour Madame Elie. C'est pareil. C'est pareil, si je veux entendre la dessalinienne, je prends ça sur YouTube, ou du moins si on diffuse ça à la radio, oui, c'est ça. Les enfants que vous formez, est-ce qu'ils savent tous la dessalinienne? Je pense, parce qu'à l'école... Quand vous leur posez la question, oui, pour au moins une partie, est-ce qu'ils sont en mesure de le faire? Oui, oui, ils le savent. Donc ça veut dire que c'est encore enseigné à l'école? Oui, c'est enseigné. J'ai l'impression que ce n'est pas dans toutes les écoles, mais la majorité... Vous pensez, quel est le pourcentage? 20% des écoles continuent à l'enseigner ou bien 50%? Je ne saurais le dire, non. Je ne peux pas. Non, je n'ai pas la réponse. Mais nous savons que ça doit être... c'est vraiment important. C'est obligatoire. Et je trouve que ça sonne mal. Qu'une école n'enseignerait pas la dessalinienne aux écoliers, aux élèves. Ça sonne très mal. Ça sonne très mal. Père Luc Franck Jean-Pierre, et je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif de la congrégation en Haïti, vicaire dominical et collaborateur pastoral à la paroisse Saint-Louis, roi de France de Turgeot. Madame Altagrace Hippolyte Elie, membre du conseil paroissial et coordonnatrice du comité culturel. Merci et encore félicitations, si vous le permettez, pour cette initiative. Merci. Est-ce que je vais dire que j'invite les gens également à venir participer à une foire qui aura? Ça débute aujourd'hui. Oui, une foire gastronomique. Et puis avec des produits artisanaux également. S'il y a des gens qui aiment venir y participer, donc on les attend tous. C'est à la paroisse, non? Oui, c'est à la paroisse. C'est à la paroisse. Puis... durant tout le week-end. Ah, durant tout le week-end. Je salue le père curé, le révérend père Laurent Émilien Pierre et le père vicaire, le père Amos Jean, qui ont pris l'initiative de mettre cette pastorale à plusieurs dimensions qui embrasse une formation intégrale, car l'Église a une mission éducatrice aussi. C'est ainsi que nous saluons le travail qu'ils effectuent à la paroisse. Merci infiniment. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Métropole. Madame Altagrace Hippolyte Elie et le père Luc Franck Jean-Pierre de la paroisse Saint-Louis, roi de France de Turgeot. Dans un instant,
Maître Océan Février sera avec nous. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite, après la pause. Le point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Nous parlons de notre bicolore, nous parlons du drapeau haïtien. La question des couleurs de notre bicolore va être posée très certainement. Pour une page d'histoire, Maître Océan Février, bonjour et bienvenue. Bonjour Wendell et bonjour aux auditeurs de Métropole et aux téléspectateurs de Télémétropole. Je crois que je dois profiter. J'ai eu le plaisir, justement, de voir que des auditeurs annoncent votre participation à l'émission de ce matin. C'est ce vous l'avez remarqué. C'est ce qui arrive. Ils disent que je suis le mandarin national, donc je suis appelé à donner le mot de dosage. Mais permettez, Wendell, que je salue 3 catégories de gens qui sont particulièrement à l'écoute ce matin. Ce sont d'abord les jeunes de Caleb, club artistique et littéraire de l'église baptiste de Bolos, Caleb. Ils sont à l'écoute. Et puis, il y a deuxièmement les jeunes de l'église de la communauté évangélique d'Haïti, les jeunes qui sont à l'écoute et qui seront avec nous demain en prière, l'AGC, l'association des jeunes de l'église baptiste, l'association des jeunes de l'église de la communauté évangélique d'Haïti. Il y a un autre groupe à l'église qui sont des professionnels qui nous écoutent aussi, qui nous regardent. C'est le GSP, groupe de soutien au projet de l'Église, constitué de professionnels, médecins, avocats, ingénieurs, agronomes, techniciens, et puis même des gens sans profession, mais qui sont là et qui aident l'Église. Je salue donc tous les GSPistes qui nous regardent et qui nous écoutent. Et puis il y a CONACED. Vous êtes homme d'église, Maître Février. Il y a CONACED, la Coalition nationale du Centre démocratique, nous les saluons, et tous les jeunes en particulier à travers la République. Je leur dédie les propos que je vais vous risquez prononcer. De pas avoir suffisamment de temps en saluant les gens seulement. Mais je les salue. J'ai tellement de gens à saluer apparemment, parce que ça en fait déjà environ 5 minutes consacrées à des salutations. Pas 5 minutes. Ok, alors, allons-y. Ok. Les vraies couleurs de notre bicolore, selon vous? On ne peut pas, malheureusement, commencer un dialogue sur le drapeau et parler de sa couleur ou de ses couleurs. Ce serait un petit peu trahir notre formation et notre expérience, parce que l'histoire du drapeau doit être prise en compte pour déterminer la question de couleur. Le drapeau, en soi, est lié à l'historiographie nationale. Et l'historiographie nationale est marquée par un ensemble de contrefaçons, de contre-vérités, de mensonges, de manipulations et même de confiscation à souhait. Et si quelqu'un me regarde ou m'écoute à la radio et ne comprend pas le rôle des idéologies dans une société, qu'est-ce qui fait qu'une société avance, piétine ou recule? Il ne pourra pas comprendre le symbolisme que charrient ces morceaux de tissu ou ce morceau de tissu que par convention ou par loi que nous appelons drapeau. Le drapeau haïtien charrie une histoire. D'accord. Juste avant d'élaborer, on a eu à travers le temps, Maître Février, combien de drapeaux? Si vous devez tenir compte des différentes couleurs qu'on a eues. Il faut situer dans ce cas ces couleurs de drapeau à travers le temps entre 1492 et 1765, pendant la période révolutionnaire des 13 ans de lutte révolutionnaire pour l'indépendance, après l'indépendance, et pendant la période de nos tartufferies, 1953, où un prêtre, par excès de zèle, a parlé de la création du drapeau à l'Arcahaie. Et puis voir ce que les historiens ont eux-mêmes écrit et aller consulter les journaux anciens en France, en Angleterre, et particulièrement le musée du British Museum de Londres, les gazettes, par exemple, de Philadelphie, ce que l'on a
vu et retenu de cette geste héroïque. Parce que le drapeau haïtien, je le répète, est lié à l'historiographie nationale. Et cette historiographie nationale elle-même, c'est notre histoire nationale, elle est marquée par des contrefaçons, je dis, et des mensonges, et surtout des manipulations. Le drapeau que nous utilisons, c'était d'abord un drapeau tiré du drapeau espagnol, du drapeau français, parce que nous avons été la chose des maîtres. Nous avons été la chose de plusieurs maîtres. Là nous sommes en 1492, non? Oui, pas, mais... Pas encore? Les gens qui écrivent l'histoire et qui commencent notre histoire avec 1492 se fourvoient. Notre histoire remonte à 3000 ans avant 1492. Et 1492, c'est l'époque du débarquement des envahisseurs génocidaires. Ils ont découvert notre pays et ils nous font répéter que notre pays a été découvert. Donc, c'est la première fois qu'un peuple a lutté avec son histoire, il a gagné des guerres et par la suite, il a confié l'écriture de son histoire aux vaincus. En d'autres termes, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, Wendell. Mais dans le cas d'Haïti, les vainqueurs, les Haïtiens, ont confié la rédaction de leur histoire aux vaincus. Et en confiant le cerveau de leurs petits-enfants aux fils des vainqueurs. Donc c'est tout à fait normal que... on dit que tout peuple vaincu, s'il est plus civilisé, impose sa civilisation aux vainqueurs. C'est exact. Les Grecs l'ont fait, les Romains l'ont fait. Mais en Haïti, nous l'avons fait. Et après notre victoire, au lieu d'écrire notre histoire, nous l'avons confiée à ceux que nous venions de combattre, que nous avons vaincus par les armes pour fonder la République d'Haïti, ou en fondant l'indépendance nationale, en faisant la troisième plus grande révolution, la plus glorieuse de tous les temps, après la Révolution américaine et la Révolution française. La troisième, c'est la Révolution haïtienne. Nous l'avons même banalisée, nous l'avons appelée la révolte de la Canne. Et par la suite, on va parler la révolte de Saint-Domingue, jusqu'à ce que finalement, grâce à l'effort de couches de résistance en Haïti, depuis une cinquantaine d'années, on a osé parler, on l'accepte aujourd'hui, de parler de la révolution haïtienne. Alors, pour parler du drapeau, c'est tout ça, Wendell. Le premier drapeau, d'abord, il y a eu une guerre de drapeaux dans la colonie. Pompon blanc, pompon rouge, presque les différentes entités qui étaient dans la colonie, suivant le jeu des intérêts, arboraient une couleur pour représenter ce qu'ils voulaient, pour dire ce qu'ils représentent dans cette société que Colomb avait appelée Hispaniola, que par la suite, comme nous changions de maître, les Français ont appelé Saint-Domingue. Donc, je répète, comme nous changions de maître, nous étions la chose de ces maîtres, donc nous étions tantôt, notre pays était tantôt appelé les Hispaniola, à chaque maître. Et quand les Français, nouveaux maîtres, sont venus, ils l'ont appelé Saint-Domingue. Et nous l'avons appelé Haïti, parce qu'il y avait une révolution, et Jean-Jacques Dessalines, qui avait à ses côtés des idéologues, des penseurs, des commentateurs historiques qui savaient ce que cela valait, ils sont retournés avec le nom d'ancien Haïti, par exemple. Quand nous parlons d'Indiens, vous voyez, je n'ai pas encore abordé la question du drapeau, il n'y a jamais eu d'Indiens dans ce pays. Ça vous scandalise. Ça pourrait scandaliser les auditeurs et les téléspectateurs, mais il n'y a jamais eu d'Indiens dans ce pays. Mais comme nous disons, le savant qui va travailler dans son laboratoire dit « Chérie, je m'en vais, le soleil se lève ». Et nous nous habituons avec l'idée que le soleil se lève. C'est la même imposture anti-scientifique. Lorsque nous disons que le soleil ne se lève jamais. La même chose. Nous parlons des Indiens, il n'y a jamais eu d'Indiens en Haïti. Colomb et les gens qui appuyaient son voyage et ses recherches estimaient que si de l'Espagne ils partaient vers l'ouest, ils vont débarquer aux Indes. Mais c'est faux. Au lieu de débarquer aux Indes, ils ont débarqué sur la terre que Haïti, à Boyo, Quisqueya. Et il a écrit dans son carnet « Je suis aux Indes ». Mais c'était faux. Et quand il a vu à Mont-Saint-Nicolas, Jean Rabel, les premiers Haïtiens, les premiers habitants, les Taïnos, arriver vers son bateau ou ses bateaux, il a dit « Voici des Indiens ».
En réalité, c'était des Haïtiens, c'était des Taïnos, des Sibonais, des Arawaks. Donc, même l'histoire nationale n'est pas encore écrite pour mieux centraliser ces pages qui auraient pu nous réconforter à partir de nos origines, 3000 ans avant. Mais les Européens n'étaient pas encore venus chez nous. Les Africains, les Asiatiques, mais ils visitaient ce pays, particulièrement l'Empire du Mali. Oui, mais 3000 ans avant, quelle était l'importance du drapeau? Mais il y avait déjà un peuple avec sa civilisation, sa culture, son armée qui vivait sur cette terre, avec sa culture de convivialité, son armée qui faisait la guerre et qui signait des traités, des accords. Vous voyez, donc nous avons une histoire que malheureusement nous confisquons pour commencer avec 1492, quand en fait 1492, c'est le débarquement des envahisseurs espagnols. Mais juste avant, maître, Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur la guerre des drapeaux? Mais, la guerre des drapeaux, le premier drapeau avec lequel nous nous sommes identifiés, c'est le drapeau créé le 15 janvier 1765 par le comte d'Estaing. Et c'est ce drapeau qui est parti aider les Américains dans leur lutte contre l'Empire britannique à Savannah. Et qui ont participé au siège de Savannah en 1779. 1500 Haïtiens, un contingent de 1500 Haïtiens. Mais ce n'était pas encore des Haïtiens. Mais justement, c'est ça. Parce que Haïti... Vous commettez la même erreur. Mais c'était des hommes qui luttaient sur la terre d'Haïti, mais que les colons, par rapport aux maîtres que nous avons, appelaient Saint-Domingue. Vous allez dire 1500 citoyens de Saint-Domingue? Non, je ne dirais pas ça. Mais justement, hein? On pourrait dire 1500 hommes de Quisqueya ou de Boyo. D'Haïti aussi. Pourquoi ne pas dire d'Haïti aussi? Parce qu'on rapporte qu'Haïti n'a pas encore existé. Mais justement, en fait, le nom, je veux dire le mais nom. non, Haïti a toujours existé. Non, parce qu'on dit Haïti, Quisqueya ou Boyo. Oui, mais je dis encore, suivant les maîtres que nous avons eus, c'était aussi Saint-Domingue, c'était aussi Hispaniola. Non, mais vous avez dit tantôt que Saint-Domingue, c'est le nom que les envahisseurs ont donné à Haïti. À Haïti. Oui. Alors, mais c'était des Haïtiens. C'est comme la nation, on dit. Mais nous avons eu une nation, on avait eu une nation, et l'État-nation est né en 1804 avec Dessalines, avec la proclamation de l'indépendance. Mais c'était là déjà. Il y avait un peuple, une communauté, avec sa culture, ses lois, etc. Cette conception historique doit être retenue pour mieux tracer l'itinéraire haïtien, l'itinéraire de notre peuple, et par conséquent mieux comprendre la question du drapeau. Et je répète encore, Wendell, si quelqu'un, téléspectateur ou bien auditeur, ne saisit pas la complexité du rôle, du poids de l'idéologie dans une société, et les forces dominantes que charrie la question idéologique, il ne peut pas comprendre non plus les symbolismes que charrie un drapeau. Un match se joue quelque part dans le monde entier, et puis je vois les fanions haïtiens, eh bien, je sens un frisson qui traverse tout mon corps, et même mon cœur et mon esprit. C'est que le drapeau symbolise la patrie. Il y a Michelet, le grand historien français, qui disait « Ah, les Anglais ne comprennent pas, nous autres, l'importance que nous accordons à notre pays. Ils l'appellent the country. Mais nous autres, nous parlons de la patrie. C'est un patrimoine. C'est lié à la paysannerie, c'est lié à la force des paysans. Et nous l'identifions à nous-mêmes, être collectif. Donc nous avons un pays, et ceux qui sont des patriotes et qui se réclament de ce patrimoine, ils ont un symbole qui les identifie entre eux ou qui les différencie des autres, c'est le drapeau. Le drapeau, c'est le symbole de la patrie, nous le disons. En 1492, oui, on a eu un drapeau, parmi tant d'autres, on a eu, n'est-ce pas? Ben, mais les envahisseurs sont venus avec leur drapeau. Mais en 1492, quelles étaient les couleurs de ce drapeau? La question du drapeau ne se posait pas parce que les envahisseurs ne considéraient pas la question, l'existence même du drapeau et la reconnaissance même de droits élémentaires à la population qu'ils avaient trouvée. Alors, je recommence l'itinéraire du drapeau à partir de la création de celle que le comte d'Estaing va créer en 1765, le 15 janvier 1765, qui était le drapeau des indépendantistes. Parce qu'il y avait plusieurs courants au sein de la colonie, des gens qui réclamaient l'indépendance, qui voulaient la cohabitation avec la France,
parfois avec l'Espagne, parfois avec la France, et ceux qui disaient non. Et parmi eux, il y avait des colons, des Blancs français qui voulaient l'indépendance, Wendell. Et ces gens-là, ils arboraient tantôt le drapeau des Français bleu, blanc, rouge, tantôt ils maquillaient le drapeau bleu, blanc, rouge pour le distinguer du blanc, bleu, rouge français avec le coq gaulois, et tant d'autres avec le bleu et rouge seulement. Et parmi ceux qui vont donner une autre orientation à la lutte pour l'indépendance, c'est le comte d'Estaing qui était indépendantiste. Et il a, le 15 janvier 1065, créé ce drapeau des indépendantistes. Noirs, mulâtres et blancs arboraient ces couleurs. Et lorsque la France étant en guerre avec la France étant en guerre avec l'Angleterre, eh bien, l'Angleterre, l'Empire britannique, et l'indépendance est réclamée par les colonies britanniques aux États-Unis, ce que nous appelons les États-Unis aujourd'hui, les 13 colonies britanniques, eh bien, un contingent français est parti en 1779 en Géorgie, et le 8 septembre 1979, ils sont arrivés, 1500 hommes, et 800 d'entre eux ont participé au siège de Savannah, la plus belle, la plus grande, la plus merveilleuse des guerres d'indépendance américaine, le siège de Savannah. Les Haïtiens y étaient. Villatte était là, Rigaud était là, Henri-Christophe, 17 ans, était là, avec ces volontaires qui partaient de Saint-Domingue, du côté des Américains. C'est en 2008 seulement, grâce à l'intervention de Congressman Meek de la Floride, que le gouvernement américain, par le Congrès américain, a pris une résolution pour reconnaître cet acte historique des Haïtiens qui avaient participé à la guerre de l'indépendance des États-Unis. Donc, maintenant, nous allons centrer un petit peu le débat, Maître Févry, sur une période. La période de 1804, par exemple, à nos jours. De 1804 à nos jours. Si on laisse de côté 1492, 1765, 1950, alors avant 1953, là je citais les dates, pour les années que vous avez évoquées. De 1804 à nos jours, combien de drapeaux on a eu? On a eu plusieurs. Combien de types de drapeaux on a eu peut-être? On a eu le drapeau français bleu, blanc, rouge. On a eu le drapeau bleu, blanc, rouge avec le coq gaulois. On a eu le drapeau noir et rouge. On a eu le drapeau encore bleu et rouge. On a eu le drapeau noir et rouge et maintenant le drapeau bleu et rouge. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Arcaïe? Merci de la question. C'est malheureux qu'en 1953, un prêtre ait choisi de dire que le drapeau haïtien a été créé en 1953, a été créé à l'Arcaïe. Mais c'est faux. Non seulement, le 15 janvier 1965, il y a eu ce drapeau des indépendantistes, pendant la période révolutionnaire, les 13 ans de lutte révolutionnaire, il y a eu des moments où les indépendantistes se confondaient en termes de porteurs de drapeaux. Il y avait une guerre de fanions. Pendant la guerre ou pendant les luttes, les 13 ans de lutte de la guerre de libération nationale haïtienne, il n'y avait aussi pas une lutte seulement sur le plan idéologique, sur le plan politique, sur le plan militaire, mais il y avait aussi une lutte de fanions. C'est-à-dire, chaque chef de bande arborait son fanion. Petit Noël Prieur, etc., les autres, les chefs, ceux que Dessalines va éliminer, ceux qui étaient contre Pétion, ceux qui étaient... N'oubliez pas qu'en 1802, une des premières dates, à côté de 1791 et 1802, pour arriver à 1804, il y a toute une série de dates qu'il faut retenir, et à chacune de ces dates correspondent des drapeaux ou des fanions arborés par les groupes en présence. Une des premières dates de notre histoire, c'est 1791, la révolte des esclaves. Mais il y a une date souvent oubliée, confisquée ou manipulée à souhait, c'est le 8 août 1802, la date du complot tramé par Pétion et Dessalines. Pétion
est commandant de Plaisance, Dessalines de l'Artibonite. Pétion est reçu par, ou plutôt Dessalines est reçu par Pétion dans son propre camp. Madiou dit la première quinzaine du mois d'août 1802. Et alors, c'est là le complot qui va avoir lieu entre la classe des mulâtres et la classe des nègres à peau foncée. Parce que la question du drapeau est liée à la question de classe et de couleur à travers notre histoire. Pétion, jusque-là, était partisan de l'armée française. Il était dans le 86e bateau qui débarquait pour rétablir l'esclavage, le fameux DDR, démobiliser et puis désarmer et rétablir l'esclavage. Il y avait 86 bateaux de guerre avec 50 000 hommes qui débarquent pour rétablir l'esclavage. Pétion et tous les mulâtres qui partaient un an auparavant en Europe, en France particulièrement, après la victoire de Toussaint sur les troupes de Rigaud à la guerre du Sud, il est revenu et les Français ont fait exprès de placer tous ces mulâtres qui étaient partis avec Pétion dans un premier bateau, le 86e, qui était en tête de liste. Et la guerre éclate entre Pétion et Dessalines une nouvelle fois. La prochaine, avant, 1 an, 2 ans auparavant, c'était entre le général et Toussaint Louverture et Rigaud, mais commandé par 2 généraux. Mais maintenant, c'est entre Pétion et Dessalines. Et un jour, Dessalines va, après avoir été reçu par Leclerc, Dessalines va rencontrer Pétion dans son propre camp à Plaisance, sur l'habitation d'Alas, qui est la première section rurale de Plaisance. Et je salue mon ami Bono, le rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste, qui vient de cette zone exactement à Dallas, tout près de cette petite église, où Dessalines, après avoir été reçu par Leclerc, va visiter Pétion dans son propre camp pour dire, écoutez, le blanc parle d'éliminer tous les mulâtres. Et Pétion lui dit, mais j'étais avec le blanc il y a quelques semaines, il parle aussi d'éliminer tous les chefs noirs. Et le complot est parti de là, le copèche. Le complot, il faut faire quelque chose, chasser les blancs et proclamer l'indépendance. Ça, c'est une date historique, le 8 août 1802. Mais après cette première date du 8 août 1802, d'autres dates vont suivre. On va avoir, par exemple... Allez-y. Oui, là, après le 8 août 1802, à Dallas, l'autre date, c'est le congrès de l'Arcahaie. Du 15 au 18 mai 1803. Et après le congrès de l'Arcahaie, c'est le congrès de Camp-Gérard. Du 5 au 6 juillet 1803. Qu'est-ce qui s'est passé? Et chacune de ces dates va apporter aussi des modifications à la question du drapeau Wendell. 8 août 1802. Le complot est tramé entre Pétion et Dessalines. Il faut chasser les Blancs. Mais Pétion n'était pas très bien vu dans le camp des généraux noirs. Et Dessalines n'était pas très bien vu dans le camp des mulâtres. Pétion va se charger de cette réconciliation et son travail va consister surtout à demander que les mulâtres se réunissent. C'était donc un congrès militaire tenu du 15 au 18 mai à l'Arcahaie. Un congrès militaire en vue de demander aux mulâtres de reconnaître l'autorité de Dessalines sur la seule armée qui va désormais lutter contre les Français, car Pétion jusque-là était du côté de l'armée française et Dessalines aussi était du côté de l'armée française. Mais chacun combattant séparément et souvent l'un contre l'autre. 2 armées au profit du blanc français qui jouait les 2. Ce qu'il n'avait jamais imaginé, le blanc français, Pétion et Dessalines étaient d'irréconciliables ennemis. Ils n'allaient jamais se rencontrer, voire se réunir pour tramer un complot. Donc Pétion va se charger de parler aux mulâtres, à ces mulâtres de l'Ouest, pour rencontrer les Noirs, généraux noirs de Dessalines. Et ce congrès militaire et politique va avoir lieu à l'Arcahaie du 15
au 18 mai 1803, après la rencontre secrète de Dallas. Donc là, maintenant... Après le deuxième, ça fait 2 rencontres. Troisième maintenant, du 5 au 7 juillet, à Cangerard, au Caille, dans la plaine de Torbec, car il y a des mulattes qui étaient dans l'ouest, et à Jacmel, par exemple, qui ne pouvaient pas venir à l'Arcaille. Et par la suite, on se pose la question, quel était le drapeau vu à l'Arcaille? Mais c'était le drapeau noir et rouge, le drapeau des indépendantistes. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelques fanions bleu, blanc, rouge? L'histoire dit oui, qu'il y a eu. Et on continue. On est à Dallas, Gobert, sur l'habitation Gobert à Dallas, dans la première section rurale de Plaisance, premier moment. Deuxième moment, on est au congrès de l'Arcaïette du 15 au 18 mai 1803. Autre moment, on est à Cangerard. C'est toujours Pétion qui fait ce travail. Et c'est là le mérite de Pétion. Il fait ce travail de rassembler les gens de sa classe, les mulâtres, pour qu'ils reconnaissent l'autorité de Dessalines. Le congrès a eu lieu du 5 au 7 juillet 1803 sur l'habitation Cangerard de la plaine de Torbec, au Caille. Maintenant, c'est là que Dessalines a rencontré un jeune homme de 21 ans, Boiron, qui était le secrétaire de Geffrard. Et puis, il a dit, écoutez, Geffrard, est-ce que je ne peux pas avoir ce jeune homme comme secrétaire? Et il est monté à Marchand avec Boiron, qui est devenu Boiron-Tonnerre. Écoutez, 4e moment maintenant, c'est la guerre de l'indépendance, la dernière des batailles, 18 novembre 1803. Quel fanion? C'était surtout les fanions noirs et rouges, drapeaux noirs et rouges. Et, j'ajoute, Wendell, il y avait aussi, pendant la bataille de Vertières, quelques drapeaux bleus et rouges. Donc, vous voyez l'itinéraire de ce drapeau, créé le 15 janvier 1765. Le complot est tramé entre Pétion et Dessalines le 8 août 1802 sur l'habitation Dallas, Gobert, dans la première section de Plaisance. Congrès de l'Arcaïe, 15 au 18 mai 1803. C'est le drapeau noir et rouge qui domine. Et il y a un général français, Latouche-Tréville, qui a saisi un de ces drapeaux du bateau de l'un des participants à ce congrès. Et il a vu que c'était un drapeau noir et rouge. Et il a écrit dans ses mémoires, ces gens-là veulent vraiment l'indépendance, ils ont maintenant le drapeau noir et rouge, etc. Alors, on va finir, Maître Février. Vous n'avez pas parlé de Catherine Flon. Mais non. C'était pas nécessaire. Mais non, Catherine Flon, c'était la secrétaire de Beauvais. Okay. Catherine Flon a existé, une très belle mulâtresse, qui était, attendez, la secrétaire de Beauvais, chargée de préparer les couleurs nationales après la victoire du 18 novembre 1803 pour préparer les fanions, les drapeaux pour célébrer l'indépendance le 1er janvier 1804. Mais, heureusement, il y avait un bateau anglais, un bateau britannique dans la rade venant de la Jamaïque qui a vu les couleurs noires et rouges. Un drapeau. Et c'est écrit dans les gazettes de Philadelphie, le drapeau noir et rouge au Gonaïve le 1er janvier 1804. Où est-ce que le prêtre de 1953 a péché? Parce qu'il a donné, il a parlé de la création de ce drapeau à l'Arcaïe. Or, à l'Arcaïe, il n'y a jamais eu de création du drapeau. La question du drapeau ne figurait même pas dans l'agenda de cette rencontre, de ce congrès. Donc c'est une invention. C'est une invention. C'est comme pour la question du bois caïman avec la question de cochon, du sang cochon. C'est un coiffeur du roi de France qui a imaginé la question. Moïse, notre historien Moïse, a rapporté et confirmé. Ce fait, c'est une invention. Claude Moïse, il l'a confirmé. C'était une invention pendant, par exemple, l'habitation Lully, à un moment, pendant que le coiffeur de Louis XVI faisait le rasé, il a dit, bon, vous m'avez rendu beau, je vous fais cadeau d'une portion de terre. Il a regardé une carte de ses domaines, il dit, je vous donne cette habitation, c'est l'habitation Lully. Donc, écoutez, il y a eu des faits comme ça, imaginés, confisqués, une histoire. Une histoire truffée de mensonges. De contrefaçon. De contrefaçon. De manipulation parfois. Maintenant, arrivons maintenant à la Constitution de 1805.
Oui, mais avant. À quoi bon célébrer le drapeau à l'Arcaïe? Pourquoi? Mais c'est justement ça. C'est pas la peine? Oui, ce qui est le plus triste, Wendell, c'est que vous allez trouver des sénateurs, des députés, d'anciens étudiants d'Ausner-Févry. Vous allez trouver même un ministre de l'Éducation nationale, mon ancien étudiant, qui va demain matin à l'Arcaïe faire un discours à la création du drapeau. J'ai entendu une jeune dame qui était une brillante étudiante à la faculté de droit, mon étudiante, parler de la création du drapeau à l'Arcaïe. Mais c'est faux. Donc, nous avons besoin de jeunes, aujourd'hui, capables de s'interposer en disant non, du tout. Et comme peut-être mes déclarations, mes commentaires, mes analyses peuvent être mises en doute, on crée une commission pour le rétablissement des couleurs nationales. Et comme moi, je ne vais jamais accepter les couleurs bleu-rouge, car vous ne m'avez pas posé la question, où est-ce que nous avons trouvé le bleu-rouge? Non, mais avant, je suis surtout intéressé à savoir les références de M. Ferry. Thomas Madiou, Beaubois-Ardouin, tous les historiens haïtiens, les premiers que nous avons eus. Malheureusement, et c'est là le dilemme, c'est comme pour la mort de Dessalines, nos premiers historiens sont tellement partisans, Jean Fouchard en a parlé, c'est le seul historien d'abord, heureusement, il a un actif à ses côtés, il est un mulâtre, Jean Fouchard. Et il parle de Dessalines assassiné dans la maison de Pétion, Jean Fouchard, un historien. Il est mort tout récemment, je parle de quelques années. Mais les autres historiens, Thomas Madiou et les autres, parlent du Pont-Rouge. Mais le drape du Pont-Rouge, c'est la première version. L'autre version, Dessalines a été assassiné par Pétion, Lamarre et les autres mulâtres dans la maison de Pétion et à Port-au-Prince. Donc deux thèses. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas... La Pétion, c'est là où tout l'ancienne maison du ministère des Affaires sociales. Des Affaires sociales, oui. D'accord, ok. Ça, ce sont les deux thèses. Maintenant, quelle est la thèse véridique? Pour le drapeau, c'est certain que, malheureusement, les faits sont là. La Constitution de 1805 l'a consacré. Les gens vous disent, oui, c'est parce que c'était 1804, c'était le drapeau bleu-rouge, et finalement, en quelques semaines, c'est pas sérieux cette thèse. On a changé les couleurs en bleu-rouge. La vérité, Wendell, pour les auditeurs, pour les jeunes particulièrement, c'est à la bataille de Sibère, après l'assassinat du fondateur, par ceux qui l'avaient trahi, les mulâtres avec Pétion et les autres, à la bataille de Sibère. Comme les armées de Christophe et de Pétion avaient les mêmes fanions, les mêmes drapeaux. Donc, de l'habitation Sibère, Pétion ayant observé dans la plaine du cul-de-sac l'arrivée des troupes de Christophe, toutes avec le drapeau noir et rouge, et lui, Pétion, qui combat Christophe avec les mêmes couleurs noires et rouges, car depuis 1804 jusqu'à ce jour-là, après l'assassinat, c'était le noir et rouge, Pétion, en février 1807, a changé les couleurs nationales de noir et rouge en bleu et rouge. Ça, même les cousins de Pétion, Thomas Madiou et Beaubois-Ardouin, ont admis ce fait. Lisez ces gros livres de milliers de pages. On trouve enfin Pétion a changé les couleurs. Donc, noir et rouge, ce sont les couleurs historiques des indépendantistes, de ceux qui s'intéressent toujours à la souveraineté nationale, à l'indépendance du pays, acceptée par Dessalines et les troupes indépendantistes. Et malheureusement, le bleu-rouge, c'est le drapeau de Pétion et des couches minoritaires qui avaient assassiné le fondateur. Et François Duvalier allait rétablir noir et rouge. Et après le départ de François Duvalier, on revient avec le bleu. Après le départ de Jean-Claude Duvalier, on revient avec le bleu et rouge. Je suis sûr que si Maninga avait été au pouvoir pendant au moins 3 autres mois, il allait rétablir les couleurs historiques du pays, les couleurs historiques du drapeau national. Avec tout ce que cela pourrait avoir comme conséquence aussi, puisque quand même on était encore sous cette fièvre, sous... Oui, c'est exact. D'après Duvalier. C'est pourquoi j'ai commencé, Wendell, par dire que ceux qui ne comprennent pas le rôle des idéologies dans une société, ils ne peuvent pas comprendre le rôle que joue le drapeau et le symbolisme qui s'attache à ses plis. Parce que le drapeau charrie une histoire, c'est le symbole de la patrie, et cette patrie a une histoire, mais malheureusement, il y a des chapitres très embarrassants dans notre histoire. Et ces chapitres embarrassants portent, malheureusement, sur une réalité historique, c'est le problème des classes.
et de couleur. Qui persiste encore. Qui persiste encore et qui est une réalité. Et méfiez-vous des coquins qui vous disent que c'est un faux problème. C'est une réalité. Et c'est pourquoi sans lui envoyer des fleurs, j'ai apprécié le fait qu'un homme de la trempe de Boulos ait pu dire dernièrement que ce problème existe. Oui, c'est un problème qui existe et ce problème peut être vu aussi dans les tissus que nous avons comme représentation que nous appelons drapeau. Le drapeau national d'Haïti d'aujourd'hui, c'est un drapeau né en février 1807, tandis que le noir et rouge, inscrit dans l'article 20, dans les dispositions finales de la Constitution de 1805, la première constitution du pays, et qui était née le 15 janvier 1765, ce drapeau a plus de poids par rapport au drapeau bleu-rouge. Mais que faire, Wendell? Un Dessaliniens comme moi, conscient de l'impact de l'histoire, et qui regarde l'histoire avec ses trois dimensions, le passé, le présent et l'avenir, je ne vais jamais, et il y a des millions d'Osner-Févry, nous n'allons jamais accepter, même par appropriation adultérine, nous n'allons jamais, ou de fausses représentations, nous n'allons jamais accepter que d'autres nous représentent avec le drapeau de Pétion. Mais, de notre côté, nous n'allons pas non plus leur demander d'accepter notre drapeau, le drapeau des Saliniens noir et rouge. Ils vont avoir leur bleu et rouge et à côté d'eux, des intellectuels organiques pour donner toutes sortes d'explications que le drapeau bleu rouge est ceci ou cela en mentant au peuple. Moi, je suis chrétien et je suis très, très, très fier de me rappeler constamment ce verset des Saintes Écritures. Malheur à celui qui dit au peuple tout va bien quand tout va mal. Alors que faire? Écoutez, ils ne vont jamais accepter le noir et rouge. Je ne vais jamais accepter leur bleu et rouge. Nous avons préconisé un drapeau dosage à 3 couleurs au CONACED, la Coalition nationale du Centre démocratique. Noir, bleu, rouge. Et fini. Merci. Merci, M. Février. Et ce sera le drapeau de la réconciliation nationale. Un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, il faut faire campagne pour ce drapeau. Noir, bleu, rouge. Drapeau drapeau tricolore, noir, bleu, rouge. Et chacun se reconnaîtra dans ces 3 morceaux de tissu. Les mulattes se reconnaîtront dans leur bleu et rouge. Et moi, fier, dans mon noir et rouge. Voilà pourquoi j'exhibe toujours. Ce sera une longue bataille, M. Février. Pas une longue bataille, vraiment. Dès qu'on a une responsabilité, dès que l'État accepte ses responsabilités et que l'esprit est au pouvoir. Malheureusement, Wendell, pendant ces 30 dernières années, l'esprit n'a pas été au pouvoir. Donc, dès que l'esprit est au pouvoir, les idéologues prendront leur place et il y aura de l'espoir pour les jeunes qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, et les couleurs nationales deviendront noir, bleu, rouge. Merci, M. Février. Merci aussi, Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de nous avoir suivis. Passez un bon week-end avec nous et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.